Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde Moyen-Orient pour ce jeudi, le 27 juin 2024. On commence tout de suite notre sélection avec ce compte-rendu. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a eu hier une session de dialogue stratégique entre l'Égypte et le Yémen au niveau ministériel. Le dialogue a commencé par une réunion bilatérale entre M. Shoukry et son homologue yéménite, Dr Shaya Mohsen Azendani, suivie d'une séance élargie d'échanges en présence des délégations des deux pays. Pour plus de détails, voici un commentaire signé Salih Hamed et Ayachal. Lors d'une réunion rassemblant le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, et son homologue yéménite des Affaires étrangères et des Affaires des expatriés, Shaya Mohsen Azendani, les deux parties ont discuté de la réactivation du comité mixte suprême dirigé par les premiers ministres des deux pays. Ils ont également souligné l'importance du renforcement des mécanismes de coopération économique, commerciale et d'investissement, en plus de l'échange d'expériences dans le domaine de la formation des cadres diplomatiques yéménites à travers l'Institut d'études diplomatiques suivant le ministère égyptien des Affaires étrangères. Il convient de noter que les sessions de dialogue stratégique égypto-yéménite consacrées à la discussion des relations bilatérales et des dossiers régionaux d'intérêt mutuel ont débuté pour la première fois en 1998. La 7e session, tenue en 2010, fut leur dernière rencontre avant de reprendre cette année à la lumière des circonstances que traverse la région. Les sessions furent interrompues en raison des conditions politiques qu'a connues le Yémen. Les deux chefs de la diplomatie ont souligné lors de leurs entretiens l'importance de la sécurité et la stabilité du Yémen, qui représente la plus haute importance pour la sécurité nationale égyptienne et la sécurité de la région arabe et de la région de la mer Rouge, a affirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abou Zeid. Il a affirmé que les discussions reflétaient également la profonde préoccupation des deux parties quant au risque croissant des tensions actuelles en mer Rouge et à leurs conséquences sur la sécurité de la navigation et du commerce dans le canal de Suez, ainsi que sur l'impact de ces tensions sur le mouvement du transport international et du commerce international, ce qui aggrave la crise économique mondiale actuelle. Les deux parties ont examiné les derniers développements liés à un certain nombre de dossiers régionaux, notamment les développements récents en Somalie, au Soudan, en Syrie et en Libye. La guerre qui fait rage depuis des mois dans la bande de Gaza et la situation humanitaire catastrophique et sans précédent à laquelle est confrontée la bande ont également été discutées en détail. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec cette information. L'ONU a fait part mardi de ses vives inquiétudes quant au risque d'une escalade des combats entre Israël et le Hezbollah, avertissant que cela exacerberait les souffrances et le désespoir des peuples du Liban et d'Israël et entraînerait également des conséquences potentiellement plus catastrophiques pour la région. Tor Wennesland, le coordinateur spécial de l'ONU pour le Moyen-Orient, exhorte les deux parties à prendre des mesures urgentes et immédiates pour désamorcer la situation. Les échanges de tirs transfrontaliers se sont multipliés ces dernières semaines, ce qui a incité le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à avertir que le risque de propagation du conflit à l'ensemble de la région est réel et doit être évité. M. Wennesland s'exprimait lors d'une réunion du Conseil de sécurité pour discuter de la mise en œuvre de la résolution 2334 adoptée en 2016 et exigeant la fin de toutes les activités de colonisation israélienne. Tor Wennesland se dit profondément troublé par la poursuite de l'expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, réitérant que toutes les colonies n'ont aucune validité juridique et constituent une violation flagrante du droit international. L'escalade de la violence et des tensions en Cisjordanie occupée, notamment à Jérusalem-Est, est également profondément préoccupante, ajoute M. Wennesland. Il impute l'instabilité régionale aux hostilités en cours à Gaza et souligne la nécessité d'une libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages et d'un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Il a salué les efforts notamment de l'Égypte, du Qatar et des États-Unis pour parvenir à un tel accord.
Et concernant, chers téléspectateurs, notre premier compte rendu concernant la rencontre du ministre des Affaires étrangères égyptien avec son homologue yéménite, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Mahmoud Thabet, professeur d'histoire politique. Bonjour Dr Mahmoud. Allô? Dr Mahmoud, bonjour. Dr Mahmoud Thabet, bonjour. Il me semble que nous avons un problème technique. On va essayer de le régler et de recontacter Dr Mahmoud Thabet. À présent, nous passons à notre information suivante. Plus de 495 000 personnes à Gaza, représentant une personne sur 5 de la population de l'enclave, font maintenant face à des niveaux catastrophiques d'insécurité alimentaire aiguë, caractérisés par un manque extrême de nourriture, de la famine et l'épuisement, selon un prochain rapport de l'ONU. Le dernier aperçu spécial de Gaza, issu de la classification intégrée des phases de la sécurité alimentaire, sera publié mardi, c'est ce qu'a rapporté The Guardian. Le rapport de l'ONU révélera également que plus de la moitié des ménages de Gaza ont dû vendre ou échanger des vêtements pour acheter de la nourriture, alors que le risque de famine reste élevé dans tout le territoire à la suite des récentes violences. Les autorités israéliennes contrôlent strictement l'entrée à Gaza et les déplacements sont soumis à une autorisation militaire. Les débris ont endommagé les routes, le carburant est en quantité limitée et les réseaux électriques et de communication fonctionnent à peine. Plus de la moitié des ménages ont déclaré manquer fréquemment de nourriture à la maison et plus de 20% passent des jours et des nuits entières sans manger, c'est ce qu'a rapporté The Guardian. Les agences de l'ONU et les organisations humanitaires signalent des difficultés pour atteindre le poste frontière de Kerem Shalom en raison des combats en cours, des restrictions israéliennes, des problèmes de coordination avec l'armée et l'effondrement de la loi et de l'ordre. Une déclaration formelle de famine exige que 20% des ménages aient un manque extrême de nourriture, que 30% des enfants souffrent de malnutrition aiguë et qu'au moins 2 adultes ou 4 enfants sur 10 000 personnes meurent chaque jour. Dans une déclaration conjointe, Joseph Borrell, le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, et Hannes Lenarčič, le commissaire européen à la gestion des crises, ont déclaré que la crise à Gaza a atteint un nouveau point de rupture. L'acheminement d'une aide humanitaire significative à l'intérieur de Gaza est devenu quasiment impossible et le tissu même de la société civile est en train de s'effilocher. De retour à notre invité, Dr Mahmoud Thabet, pour parler du rapprochement entre l'Égypte et le Yémen, avec cette première rencontre entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Nous avons le plaisir d'accueillir Dr Mahmoud Thabet, qui est professeur d'histoire politique. Bonjour, Dr Mahmoud. Allô? Dr Mahmoud, bonjour. Nous sommes techniques, on va essayer de le régler. Les autorités aussi au Yémen doivent libérer des dizaines de personnes arrêtées et victimes d'une disparition forcée depuis mai. C'est ce qu'a déclaré hier Human Rights Watch. Dans un rapport, Human Rights Watch indique que les Houthis ont soumis plusieurs Yéménites, dont au moins 13 membres du personnel de l'ONU, à une disparition forcée dans un territoire qu'ils contrôlent dans le cadre d'une répression plus large de la société civile. À partir du 31 mai, les Houthis ont commencé à arrêter les employés de plusieurs ONG en faisant des descentes dans les maisons et les bureaux. Selon une source, plus de 60 personnes avaient été arrêtées au 12 juin. Dans tous les cas, les Houthis sont arrivés sans prévenir au domicile des personnels qu'ils souhaitaient arrêter avec plusieurs véhicules blindés et environ 10 à 30 hommes armés selon Human Rights Watch.
Aucun mandat de perquisition ou d'arrêt n'a été présenté et les forces Houthis ont refusé de répondre aux membres des familles qui souhaitaient savoir où se trouvaient leurs proches. Aucune accusation formelle n'a été portée contre les détenus. Toutefois, à partir du 10 juin, les autorités Houthis ont commencé à diffuser une série de vidéos qui montraient des hommes yéménites détenus entre 2021 et 2023 et qui ont avoué avoir espionné pour le compte d'Israël et des États-Unis. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, ont exhorté les Houthis à libérer tous les membres du personnel de l'ONU et des ONG. Et un officier syrien a été tué dans une frappe israélienne hier sur 2 positions de l'armée dans le sud de la Syrie, c'est ce qu'a annoncé l'agence officielle Sana. Depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011, Israël y a mené des centaines de frappes visant l'armée et les groupes pro-iraniens qui y sont implantés et le soutiennent. Je cite, l'ennemi israélien a mené une agression à l'aide de drones contre 2 positions militaires de nos forces armées dans les provinces de Qunaytara et Dera'a, c'est ce qu'a précisé Sana. Elle a indiqué que la frappe avait fait un mort et un officier et des dégâts matériels. Les frappes israéliennes se sont accrues depuis le début de la guerre le 7 octobre dans la bande Gaza entre Israël et le Hamas palestinien qui a déstabilisé la région. Elles ont cependant baissé d'intensité depuis une frappe attribuée à Israël qui avait visé le 1er avril le consulat iranien à Damas, tuant notamment de hauts gradés iraniens. Téhéran avait riposté le 13 avril en menant une attaque sans précédent contre Israël. Et le guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Khamenei, a appelé mardi à une participation élevée à la présidentielle de vendredi destinée à remplacer le feu président Ebrahim Raïssi, décédé dans un accident d'hélicoptère en mai. Je cite, « Nous insistons sur l'importance d'une participation élevée aux élections car elle fait la fierté de la République islamique », c'est ce qu'a déclaré l'Ayatollah Ali Khamenei au cours d'un discours télévisé à 3 jours du scrutin. Les électeurs ont le choix entre 6 candidats qui ont été sélectionnés par le Conseil des gardiens de la Constitution, un organe non élu dominé par les conservateurs parmi les 80 personnalités ayant déposé leur candidature. 3 d'entre eux sont présentés comme les favoris, le président conservateur du Parlement, Mohammad Bagher Khalibaf, l'ancien négociateur ultra-conservateur du dossier nucléaire, Saïd Jalili, et le député réformateur Massoud Pezeshkian. À la dernière présidentielle en 2021, le pouvoir avait invalidé de nombreux réformistes et modérés, ce qui avait permis à Ebrahim Raïssi, le candidat du camp conservateur, d'être facilement élu et de succéder au président modéré Hassan Rouhani. La participation n'avait atteint que 49%, soit le plus faible taux pour une présidentielle depuis la révolution islamique en 1979. Et ceci conclut notre édition d'aujourd'hui. Chers téléspectateurs, je tiens à vous remercier de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Autour du monde Moyen-Orient. Au revoir.